Donc, bonjour à tous, coucou les amis, comme je dis souvent. Je suis hyper contente de vous retrouver tous ce soir en compagnie de Tevi Cohn, life coach spécialisée sur les Bonjour. relations toxiques. Moi, c'est Nathalie Valentin, coach en amour de soi. J'accompagne les enfants non désirés à s'affirmer et prendre leur place afin d'avoir une relation de couple authentique, saine et épanouissante. J'ai eu l'idée en fait de ce live parce que j'anime un groupe qui s'appelle Guérir les blessures de l'enfant non désiré. Et sur ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui racontaient leurs témoignages et qui témoignaient d'avoir eu des parents qui, moi, me semblaient toxiques, en tout cas. Et je n'ai aucune expertise. Alors, un instant, ça, c'est les aléas du direct. Il y a mon chat qui vraiment insiste pour être sur mes genoux, donc je vais la mettre sur mes genoux, comme ça, elle va pouvoir se faire. Donc oui, ces personnes témoignaient vraiment de comportements de la part de leurs parents qui, moi, me semblaient toxiques. Comme je n'ai pas d'expertise sur ce sujet, je me suis dit, tiens, faisons un live de questions et de réponses avec Tevi, qui, elle, connaît parfaitement le sujet. Et ensuite, j'ai décidé d'ouvrir ce live à tous. Donc, Tevi, je te laisse te présenter en quelques mots et pendant ce temps, je vais partager le live sur d'autres choses. Yes, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et je suis spécialisée dans les relations toxiques de manière générale, donc que ce soit avec un conjoint, avec un parent, avec un ex aussi, c'est tout à fait possible, avec un parent, des frères et sœurs et ce genre de choses. Et pourquoi je me suis lancée là-dedans, c'est parce qu'il y a 7 ans maintenant, je commence à dater. Il y a 7 ans, ma vie a complètement explosé. Je me suis fait virer 3 fois en 9 mois. J'ai, qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'avais une relation amoureuse absolument désastreuse. Ça faisait 2 ans et demi qu'on n'avait pas de relation sexuelle avec mon ex. Je recevais tout à coup des messages d'insultes de mon père et je me disais, mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez moi. Du coup, je suis allée chez une psy et jamais, à aucun moment, je me suis dit, je vais remettre en cause mon environnement. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez moi et c'est mon problème et c'est moi. Ce à quoi elle a répondu, cette psy, dès la première séance, que non, il n'y avait pas grand-chose qui n'allait pas chez moi, qu'on n'insultait pas ses enfants, quel que soit ce qu'ils disent et ce qu'ils font, que ça ne se faisait pas, et que j'avais très probablement un environnement extrêmement toxique autour de moi, et que il allait falloir travailler avec ça, en tout cas guérir toutes les blessures du passé, de l'enfance, parce que quand on a des parents qui ont des personnalités narcissiques et des comportements toxiques, et ça a des répercussions sur notre nous adultes, et donc il faut le gérer jour après jour. Et ensuite, une fois qu'on a géré tous ces comportements de l'enfance et toutes ces relations toxiques de l'enfance, on arrête de trouver que toutes ces relations toxiques sont normales et que nous, on a la responsabilité de tout et que nous, on est le problème. Et du coup, on commence à remettre en question notre environnement. Et c'est là que je suis sortie de mon environnement extrêmement toxique qui était celui de mon environnement professionnel, où on me traitait comme une esclave, où on me criait dessus, où on m'insultait aussi. J'avais une collègue qui s'était énervée tellement fort sur moi et qui m'avait crié dessus tellement fort qu'il y avait une autre personne avec nous dans le bureau où elle m'avait crié dessus, qui avait dû partir tellement c'était gênant. Donc vraiment, et moi j'avais accepté ça, quoi, c'est incroyable. Et donc il a fallu remettre tout ça en question jusqu'à remettre en question ma relation de couple où ça n'allait pas non plus. Et une fois que j'ai fait table rase de tout ça, j'ai reconstruit une vie avec des relations beaucoup plus saines. Et c'est comme ça que je suis devenue coach en développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon fiancé aujourd'hui qui est formidable. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je vis une vie super dans une villa en Corse et où je peux aller à la plage juste après avoir fait ma journée de travail. Et donc c'est génial. Donc il n'y a plus personne qui me crie dessus. Sauf si cette personne a très envie que je disparaisse illico de sa vie. Et il y a aussi, je n'ai aussi plus aucun problème avec mes parents, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est là où j'en suis. C'est ça qui je suis. Oui, donc,
Oui, du coup, c'est vrai que comme toi, tu as fait ce chemin-là, de te rendre compte que tu avais des parents toxiques, du coup, comme tu n'avais pas réglé ça, ça t'a tiré encore d'autres relations toxiques. Et une fois que tu as réussi Mhm. à sortir de tout ça et te dire que tu n'étais pas responsable, en tout cas à 100% de ce qui t'arrivait, tu as réussi à en sortir et maintenant, ça y est, c'est loin derrière toi et tu vas pouvoir nous partager ton expérience. Exactement. Ok. Moi, j'avais une toute première question à te poser pour démarrer ce live, qui est peut-être la question de base, j'ai envie de dire. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on a des parents toxiques? Alors ça, c'est la question. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas de parents toxiques, il y a que des comportements toxiques. Donc ça, c'est, vraiment très important de savoir ça. Parce que, par exemple, mon père qui est, anesthésiste, quand tu vas dans, la ville où il a exercé, parce qu'aujourd'hui il est retraité, tu as toutes les femmes, qui ont eu un enfant et qui sont passées par une péridurale qui vont te dire que mon père est un mec absolument génial, qu'il est gentil, qu'il est adorable, que c'est le médecin le meilleur au monde, que c'est lui qui explique le mieux, qu'il est incroyable. Et pourtant, il a été absolument horrible pendant toute mon enfance avec moi et avec mon frère et aussi avec sa femme, avec ma mère. Donc, ça ne fait pas de lui quelqu'un complètement toxique, c'est juste que bah, les personnalités narcissiques peuvent revêtir plusieurs masques et ils peuvent avoir des comportements toxiques avec les gens qui leur sont proches, mais avec les autres, pas du tout. Donc c'est vraiment un truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est 100% toxique, il y a juste des personnalités qui sont toxiques. Les gens qui sont toxiques avec toi peuvent être très charmants avec les autres, ça n'est pas une histoire de personne. Euh, aussi, comme il y a des comportements qui peuvent être toxiques avec toi, chaque situation est absolument différente. Évidemment, dans les situations d'emprise et les situations de maltraitance, il y a des points communs à chaque fois, mais il faut surtout prendre en compte le fait que même s'il y a plein de points communs, chaque situation elle est différente. Donc, on ne peut pas dire avec certitude Mhm. le profil de la personnalité, enfin le profil de comportement toxique, c'est ça, 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 ça. Non. Euh, on peut se retrouver dans une situation avec nos parents qui fait que on ressent ça comme toxique et on ressent ça comme maltraitant et on se sent maltraité. Donc chaque situation, ça part de nous et de notre propre interprétation de la situation. Si on se sent mal par rapport à cette situation-là, c'est forcément qu'elle est toxique pour nous. Et à ce moment-là, il va falloir changer cette situation si on n'a pas envie de rester dans une situation inconfortable. Donc c'est hyper important de savoir que il n'y aura pas de traits communs que je vais donner à enfin, vous pouvez aller voir de toute façon hein, sur Internet tous les traits communs des points, enfin tous les traits communs des pervers narcissiques et des personnalités narcissiques, ça sera très vite réglé. Mais on peut avoir des parents qui sont toxiques avec nous sans que ça soit des parents qui soient narcissiques. Et il y a des parents aussi qui ont certains comportements qui sont toxiques à un moment donné et qui ensuite s'excusent et qui finissent par faire en sorte que la situation va beaucoup mieux et avec une relation qui évolue avec le temps. Donc c'est pas parce que à un moment la situation elle était toxique que la personne est toxique et que de toute façon il va falloir partir parce que rien ne changera. Ça peut toujours changer. Mais il faut toujours prendre en compte la situation et qui on est à ce moment-là et quel est le cadre et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Donc, vraiment, si je devais répondre à cette question un peu plus précisément, c'est non seulement il n'y a pas de personnes toxiques, mais il n'y a que des comportements toxiques. Et en plus, il va falloir déterminer qu'est-ce qui est toxique pour moi, qu'est-ce qui est toxique pour toi, qu'est-ce qui est toxique pour les gens qui nous regardent. Et à partir du moment où on sait ce qui est toxique et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et enfin travailler là-dessus et passer à autre chose. Mais il n'y a pas de situation type. Il y aura plein de, on va parler des mécanismes de la maltraitance, ce genre de choses, mais enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de personnes toxiques. Mais il y a des comportements qui le sont. Donc voilà. D'accord. Tu peux nous donner quelques exemples justement de comportements qui sont toxiques? Ou... Euh, Par exemple, j'avais fait un TikTok sur le sujet. Il y a quelque chose qui s'appelle le discours à double impasse, par exemple. Ça, c'est très classique des personnalités narcissiques. Donc, c'est pas le discours à double impasse qui est mauvais, c'est la manière dont tu l'utilises qui peut être mauvaise. Par exemple,
j'ai des enfants, je leur dis, soit tu finis tu choisis quoi? Soit tu finis tes épinards, soit tu vas te coucher. C'est un discours où tu as l'impression d'avoir deux solutions, tu as l'impression d'avoir le choix, alors qu'en fait, tu l'as pas. Tu l'as pas. L'enfant n'a pas le choix dans cette solution. Mais par contre, c'est une méthode éducationnelle qui peut fonctionner, tu vois. Si tu n'as pas envie d'attendre 3 heures que ton enfant finisse ses épinards et qu'il aille se coucher et que tout le monde se couche à 23h30 complètement épuisé, c'est une technique qui est complètement viable. Mais par contre, si ton choix est entre décrocher le téléphone 50 fois par jour ou alors ne pas décrocher le téléphone, avoir ta liberté et à la fin de faire défoncer, tu n'as pas le choix non plus en fait. Donc le discours à double impasse, c'est un discours où tu as toujours l'impression d'avoir le choix, mais en fait tu ne l'as jamais. Et il est maltraitant et il est toxique quand à chaque fois que tu dois faire un choix, ou quel que soit le choix que tu choisisses, et ben, quel que soit le choix que tu prends, de toute façon, tu te fais maltraiter ou tu te fais harceler. Donc ça, par exemple, c'est très représentatif des personnalités narcissiques et de la manière dont ils peuvent se comporter avec leurs enfants. D'accord, ok. Oui, du coup, après, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, ah oui, mais tu venais justement de dire que c'était à chacun de voir ce qui est mauvais pour moi, toxique pour moi. Donc, du coup, c'est vrai qu'après, les exemples, en plus, l'exemple que tu donnais, ça m'a un peu fait sourire parce que quand, à une époque, j'avais une amie qui avait des enfants et parfois, ils ne voulaient pas aller se coucher le soir et moi, je leur faisais la blague de leur dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller te coucher ou tu veux te fesser et aller te coucher? Je disais ça en riant, bien sûr, ils savaient que c'était une blague, que je n'étais pas sérieuse. Mais ça me fait sourire de leur Il y a des gens pour qui c'est très sérieux. Comment? Oui, Il y a voilà. des gens pour qui c'est très sérieux, voilà. Oui, voilà, il y a des personnes pour qui c'est très sérieux. Et du coup, on se marrait avec ma copine. Bref, ça m'a rappelé ça. Donc, j'avais bien pigé la vieille méthode d'éducation. En plus, ça, c'était aussi une des questions que je voulais te poser parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de parentalité positive, etc. Mais moi, je sais que quand j'étais gamine, enfin voilà, les fessées ou le chantage affectif ou tout ça, c'était un peu monnaie courante quand même. Je sais pas, on pourrait dire l'éducation old school qui était quand même plus ou moins toxique, on va dire, et admise. Du coup, c'est ça aussi qui est pas simple, je pense, quoi, à reconnaître. Oui, alors justement, j'ai aussi fait une autre vidéo sur le sujet. Il y a un concept qui s'appelle les violences éducatives ordinaires. Les violences éducatives ordinaires, c'est des méthodes d'éducation qu'on a considérées comme ordinaires et qui sont violentes et qui aujourd'hui sont interdites depuis juillet 2019. Donc ça fait même pas non, ça fait 1 an pile aujourd'hui. Ça fait 1 an pile aujourd'hui que c'est absolument interdit et absolument illégal. Dans les violences éducatives ordinaires, il y a les punitions corporelles, donc il y a les gifles et les fessées. Il faut savoir que les gifles et les fessées, ça engendre un traumatisme neurologique extrêmement grave chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il reçoit une gifle, il est en état de sidération. Il libère un cocktail d'hormones dans le cerveau qui détruit littéralement les centres des émotions. Et pour arrêter cette destruction, le cerveau envoie un autre cocktail d'hormones qui est comme la morphine, un peu comme la morphine, et qui anesthésie complètement le cerveau. Et c'est pour ça qu'un enfant, quand on le gifle, on se dit, mais ça marche très bien, c'est génial, parce que maintenant, il est complètement calme. Évidemment, il vient de détruire complètement son cerveau, il est complètement sidéré, complètement traumatisé, et ensuite, il est calme, parce qu'en fait, il ne ressent plus aucune émotion. Donc, les gifles et les fessées, c'est complètement interdit, c'est complètement illégal, et on ne le fait plus parce que c'est extrêmement dangereux, neurologiquement parlant, pour un enfant, tout comme un adulte, et c'est pour ça que c'était aussi interdit pour les adultes, et c'est aussi illégal pour un adulte, et c'était complètement illogique d'interdire une violence corporelle pour un adulte, mais absolument pas pour un enfant, alors que pour un enfant, c'est beaucoup plus violent, quoi. Donc voilà, donc dans les violences éducatives ordinaires, on a ça, mais aussi, on a aussi les violences psychologiques, comme crier, insulter, punir, humilier, tout ça, ça n'est plus permis par la loi. On ne peut plus humilier un enfant, le déculotter pour lui dire que
il est sale, on ne peut plus l'insulter, on ne peut plus le traiter de cochon quand il renverse quelque chose. Voilà, tout ça, c'est des violences éducatives ordinaires. Et pour beaucoup qui vont nous regarder, ça va être complètement délirant. Il y a plein de gens qui vont me dire, tes vies, ce ne sont pas des violences, ça n'est pas violent, ça a très bien marché pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dis ça, tes vies, tu exagères. Et effectivement, ça peut avoir l'air absolument exagéré, mais à partir du moment où on se rend compte que ces méthodes-là, de toute façon, elles, elles ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas de punir un enfant, ça ne fonctionne pas d'humilier un enfant. Ça a fonctionné pour nous et on a intériorisé la violence éducative. On a l'impression que maintenant c'est complètement ordinaire et on a l'impression que maintenant, eh ben, comment dire, ça ne nous a rien fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont même l'impression que tout ça, ça a été même extrêmement utile, alors qu'en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, on prend le risque quand on fait ça à un enfant de normaliser la violence. Et pour un enfant, normaliser le fait d'être humilié, ça rend quelque chose adulte d'absolument terrible. On normalise par exemple les violences conjugales, on normalise le fait de s'humilier entre conjoints, c'est les couples qui s'insultent par exemple pendant les dîners entre amis et ça rend des situations mais complètement gênantes à la fin. Ils se disent mais non mais c'est complètement normal en fait, on fait ça pour exprimer notre amour alors que ça l'est pas du tout. Et puis ça rend vulnérable non seulement aux autres relations avec des pervers narcissiques. Et ça, on sait que c'est vraiment très dangereux parce que ça peut mener à des violences conjugales, non seulement psychologiques, mais aussi physiques. Et ça peut mener à la situation où j'étais moi-même il y a 7 ans, dans une situation professionnelle où j'étais absolument maltraitée, dans une situation familiale où j'étais absolument maltraitée. Et en plus, je recherchais l'affection d'hommes qui me maltraitait parce que je pensais que c'était normal et que c'était comme ça qu'on exprimait l'amour. À partir du moment où on explique à un enfant qu'il a le droit de faire des erreurs et qu'il ne va pas être puni pour ça, mais qu'on va lui ajuster, comment dire, on va l'éduquer et lui apprendre un comportement qui est un peu plus sain plutôt que de le punir, et ben ça fonctionne mieux et ça grandit son estime de lui, ça grandit sa confiance en lui et aussi ça le protège contre toutes les personnalités narcissiques, contre tous les environnements maltraitants et aussi toutes les possibilités de violence et ça le rend moins vulnérable. Donc c'est pour ça qu'on le fait, pas parce que on s'est rendu compte que tous les adultes qui ont été giflés vont mal, parce que finalement c'est faux. Et il y a plein de gens qui vont te dire j'ai été giflé pendant mon enfance et moi je vais très bien. Mais parce qu'on s'est rendu compte que ça rend les gens plus vulnérables à ce genre de comportement et à ce genre de toxicité. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. C'est pas parce que tu as survécu en allant jouer à Colamaillard sur l'autoroute que tout le monde doit aller le faire. On ne le fait pas ça. Voilà, c'est tout. Oui, mais aussi, du coup, ce que tu dis, c'est vrai que moi, parce que je crois qu'on est un des derniers pays d'Europe à avoir interdit la fessée. Je sais que les pays du Nord, ils l'ont interdit depuis bien longtemps. Et je me rappelle de débats que j'ai pu avoir avec des amis à leur dire, parce que cette loi, on a essayé de la passer plusieurs fois en France avant qu'elle passe l'année dernière. Ça, je m'en rappelle, des débats là-dessus. Puis les Français qui disaient, mais non, mais pourquoi interdire la fessée et puis tout ce que tu viens de dire, la fessée, ça a été utile, etc. Et je me rappelle que l'année dernière, quand le texte est enfin passé, moi, j'ai partagé sur Facebook en disant, oh, enfin, quoi, enfin, on interdit la fessée parce que c'est absolument inutile. Et j'ai des personnes qui m'ont commenté en disant ouais, moi si mes parents m'avaient pas donné des coups de torchon et des douches froides, je serais sans doute un délinquant aujourd'hui. Mais des trucs comme ça. Mais la personne, elle me décrivait un peu quand même les brimades qu'elle avait vécues dans l'enfance. Et moi, j'étais derrière mon écran horrifiée à me dire oh mon Dieu, cette personne a été maltraitée dans l'enfance, quoi. Parce que là, on n'était pas. Moi aussi, j'ai pris des fessées étant petite, mais pas souvent. Heureusement, ma mère. Bon, ça lui arrive aussi de crier parce que bon, c'est vrai qu'elle n'avait pas forcément autre chose. C'est vrai qu'on a tendance aussi à reproduire ce qu'on a vécu parce qu'on n'a pas forcément d'autres réflexes. Et puis le développement personnel, quand j'étais gamine, ça n'existait pas, quoi. Mais donc moi, je sais que je pense pas forcément garder des traumatismes par rapport à ça, quoi, parce qu'heureusement, ça se produisait vraiment exceptionnellement. Mais quand lui me racontait ça, j'ai l'impression que ça se produisait vraiment souvent. Et puis il disait qu'il était infernal et tout. J'ai envie de dire, mais ouais, forcément, t'es infernal, quoi. Tes parents ne devaient pas t'écouter du tout. Tu étais obligé de péter un câble pour être entendu. Et puis là, tu te prenais des coups, quoi. Et lui, il trouvait ça normal. Alors aujourd'hui, il n'a pas d'enfant, mais je me dis, mais s'il avait des enfants, est-ce qu'il ferait la même chose ou je sais pas. Enfin,
c'est vrai que ça m'avait vachement... Enfin, moi, bon, je partage totalement ton opinion sur la fessée et tout ça, et heureusement, ça a fini par être interdit. Mais ouais, c'était vraiment surprenant tous ces débats autour de la fessée, quoi. Où j'étais là, moi j'étais avec des grands yeux, puis alors comme j'ai pas d'enfant, on me le balançait, quoi. Ouais, c'est facile, toi qui n'as pas d'enfant. Enfin bon, ces histoires-là, quoi. Et une fois aussi, une copine qui me racontait qu'elle s'était sentie obligée de donner une fessée à son enfant parce qu'il avait fait une bêtise. Ce qu'elle m'avait expliqué, c'était qu'avant qu'elle lui donne la fessée, il avait parfaitement compris qu'il avait fait une bêtise, et puis il n'avait pas fait exprès. Puis il disait non, j'ai pas fait exprès, je savais pas, j'ai compris. Elle m'a dit, mais j'étais obligée de lui mettre une fessée pour qu'il comprenne. J'ai envie de dire, mais il avait compris et te l'avait dit. C'était hyper bizarre. Non, pour elle, c'était s'il n'a pas fessé, il ne va pas comprendre, quoi. Et alors qu'il lui avait dit qu'il avait compris tout. Enfin, il y avait des situations vraiment assez étonnantes par rapport aux histoires de fessé. Et, moi, je partage ton opinion. Du coup... Ouais, ça, c'est un parfait exemple de normalisation de la violence, tu vois. C'est des gens qui pensent que tout ça, c'est normal et qu'en plus, c'est l'expression de l'amour d'un parent que de se faire frapper, que de se faire violenter et de se faire humilier. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Oui, et puis surtout, enfin, la copine, en plus, c'est pas une mauvaise mère, tu vois, ça partait pas d'un mauvais sentiment, mais pour elle, elle avait vraiment associé fessé égale il va comprendre et il recommencera pas. Et vraiment, pour elle, c'était... elle me disait que ça lui avait fait de la peine de donner une fessée à son enfant. Mais elle m'a dit, mais pour qu'il comprenne et qu'il ne recommence pas, parce qu'elle avait eu très très peur, je ne sais plus ce qui s'était produit exactement. Voilà. Et elle-même, elle avait mal vécu la situation, que j'étais là. Bon, j'ai rien dit parce que je me suis dit, bon, ouais, je ne vais pas en rajouter et tout. Mais non, mais j'avais envie de dire, mais si toi aussi déjà tu étais mal à l'idée de lui mettre une fessée, pourquoi tu lui as fait? Ton enfant venait de te dire qu'il avait pigé. Voilà, bon, bref, des fois c'était vraiment l'incompréhension, quoi. Mais bon, c'est pas, je pense que c'est pas toujours évident, je pense. Puis après, sur les concepts d'éducation sans punition et sans récompense aussi, ça surprend beaucoup de monde. Et bon, je ne sais pas si notre société elle est vraiment prête à tout ça aujourd'hui, puisque je crois qu'on continue quand même de donner des punitions, tu sais, bêtes et méchantes aussi à l'école, de recopier des trucs et tout ça. Donc, on est encore loin de tout ça. Enfin bref, pour revenir à notre sujet, du coup, j'ai eu quelques questions qui ont été posées sur le groupe en avance, de personnes qui ne pouvaient pas être là pendant le replay. Du coup, je vais t'en poser quelques-unes. Alors, remarque, je me dis qu'il y a des questions que tu as déjà répondu, comme peut-il y avoir des comportements toxiques sans que l'on puisse considérer que la personne soit réellement toxique? Donc ça, c'est ce que tu expliquais au tout début, qu'il n'y avait pas de personnes toxiques, mais que des comportements toxiques. Est-ce qu'un parent peut être toxique avec un seul de ses enfants? Et est-ce que l'enfant doit se reprocher quelque chose? Alors, c'est une très bonne question. Reprenons depuis le début. Donc, dans les familles avec des comportements toxiques et surtout avec des parents narcissiques, souvent il y a une dynamique familiale. Les parents veulent avoir le contrôle complètement sur leurs enfants et le font généralement en divisant la fratrie quand il y en a une. Quand il n'y a qu'un seul enfant, évidemment, ils ne peuvent pas le diviser, donc ils utilisent les frères et sœurs. La dynamique de base qu'on connaît dans la dynamique de maltraitance, généralement, c'est qu'il y a un enfant roi et il y a un bouc émissaire. Donc, on peut avoir l'impression que l'enfant roi n'est pas maltraité, que le bouc émissaire l'est complètement. Sauf que, ayant moi-même fait partie d'une fratrie où les parents utilisaient ce genre de rôle, j'ai moi-même été l'enfant roi et mon frère a été le bouc émissaire. Parce que mon grand frère a redoublé de classe, du coup moi j'ai sauté de classe, inconsciemment très certainement pour rattraper le truc. Il avait de très mauvaises notes, moi j'en avais des très bonnes. Lui faisait beaucoup de sport, moi j'en faisais pas du tout. Du coup, en fait, chaque caractéristique d'un des enfants était, était prétexte à comparaison avec l'autre et était prétexte à maltraitance psychologique. Donc, c'était toujours regarde ton frère, tu devrais faire pareil que lui, regarde ta sœur, tu devrais faire pareil qu'elle. Et puis, chaque semaine, nos rôles s'inversaient généralement avec mon frère, c'est-à-dire que je devenais le bouc émissaire et lui devenait l'enfant roi. Et puis, ça a été comme ça pendant des années jusqu'à ce que je sorte de la dynamique familiale et que je décide que
ça suffisait les conneries et qu'on arrêtait de me maltraiter, quoi. Du coup, on peut très bien avoir l'impression de ne pas avoir été maltraité ou que notre frère ou notre sœur n'a pas été maltraité et que nous, on a été le seul à être maltraité. Généralement, il est possible qu'on ait cette impression-là, mais généralement, ça n'est pas le cas. Parce que les parents utilisent ce genre de rôle pour déconstruire la fratrie. Le seul moment, parce qu'il y a souvent des exceptions, le seul moment où ça peut être le cas, c'est quand les enfants admettent à 100% la maltraitance, arrêtent de se rendre compte que c'est de la maltraitance et internalisent complètement la violence et adoptent les comportements narcissiques de leurs parents. Et c'est totalement le cas par exemple avec mon frère qui a toujours des relations, c'est des relations terribles et affreuses avec mes parents, mais il a toujours des relations avec eux. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus déconstruire la fratrie. Donc, mon frère doit être très bien considéré, même s'il doit se prendre 2-3 remarques dans la gueule une fois de temps en temps, parce que c'est comme ça qu'on exprime son amour dans cette famille. Et moi, par exemple, je dois être le bouc émissaire de manière permanente, je pense. Et du coup, les rôles ne changent plus parce que de toute façon, je suis loin et ils peuvent remettre toute la faute sur moi, je suppose, hein, puisque je n'y suis plus. Donc, je pense que c'est ça, les seuls moments où on a l'impression de ne pas être maltraité, ou alors que l'autre de notre fratrie n'est pas du tout maltraité, c'est très certainement quand cette personne-là de la fratrie a lui-même ou elle-même des comportements narcissiques et maltraite à son tour finalement les autres membres de la famille, quoi. Donc voilà. Ok. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question que j'ai eue aussi par avance, qui rejoint tout à fait ce que tu viens de dire. Et donc, c'est Virginie qui demande, donc elle, a priori, son père se moquait ou se moque encore de son caractère en faisant des insinuations, des manipulations. Et elle dit que sa sœur était dans le coup aussi. Et du coup, elle, sa question, c'est, donc maintenant Virginie est adulte, et alors je n'ai pas bien compris dans son message si ça perdurait encore ce type de comportement ou pas. Et elle dit, est-ce qu'il faut le pardonner mon père? Elle dit qu'elle n'a jamais envie de les voir, donc là elle parle de son père et de sa sœur, et qu'elle ne ressent rien pour eux. Mais au fond, je crois que mon père m'aime bien et c'est pour ça que je suis mal, je culpabilise et je me force à le voir. Et elle me précisait que sa sœur, elle s'en fiche, ça c'est pas grave si elle voit pas sa sœur, ça la gêne pas. Mais du coup, quelle est ton opinion, toi, par rapport au pardon et se forcer à côtoyer ses parents? Alors, super question. Il y a plusieurs choses. Dans la société d'aujourd'hui, c'est complètement admis le fait qu'on ait un enfant absolument terrible et dégueulasse si jamais on ne parle plus à ses parents. Ça vient de la tradition judéo-chrétienne. Même en Asie, il y a ça. En Asie, ça s'appelle la piété filiale. Et dans la tradition judéo-chrétienne, il y a carrément un commandement qui dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Donc, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es forcément un mauvais enfant et intrinsèquement quelqu'un de mauvais. Donc, évidemment, le fait de se séparer de ses parents, intellectuellement parlant, on a l'impression que c'est absolument affreux. Émotionnellement parlant, quand on a subi énormément de traumas psychiques et physiologiques, comme je l'ai dit, rien qu'avec une gifle, le cerveau s'éteint. On a une anesthésie émotionnelle. C'est comme ça que ça s'appelle en psychologie. C'est pour ça que Virginie ne ressent absolument rien aujourd'hui pour ses parents. Parce que les traumas ont été tellement répétés qu'aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle en anesthésie émotionnelle et très certainement en état de dissociation où elle ne peut plus ressentir les émotions. Ça, c'est le cas le plus extrême de la maltraitance dans les familles toxiques. Et je suis désolée si je prends ce ton-là parce que vraiment, je suis énervée parce que ça ne devrait pas arriver dans les familles. Ça, c'est vraiment affreux. Donc, si elle ne ressent rien à cause de ses parents, c'est à cause de ça. C'est parce que les traumas ont tellement été répétés que le cerveau n'admet plus. Il a coupé toutes les émotions. Comme ça, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de trauma, on ne ressent plus rien, problème réglé, c'est bon. Ensuite, pour la culpabilité, ça vient d'un concept qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand on a deux informations qui nous concernent et qui sont complètement en contradiction.
C'est-à-dire que je dis j'adore les vaches et le soir, je me fais une côte de bœuf à dîner. On est en dissonance cognitive, ça ne fonctionne pas ensemble. Si j'adore les vaches, je ne les tue pas et je ne les mange pas. Ça ne fonctionne pas. Et par contre, on peut vivre avec une dissonance cognitive quand on essaye de, par exemple, rationaliser en disant non mais voilà, la vache elle est déjà morte par exemple, donc c'est bon, je peux la manger, c'est pas grave. Enfin, je pourrais utiliser plein d'autres trucs. Ou alors mes parents ils me tapent, mais oui, mais j'étais un enfant absolument terrible, donc ils ont raison de me taper. Voilà, ça c'est un exemple de justification de la violence pour réduire la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est vraiment un sentiment très très désagréable de il y a ces deux informations, ça n'a aucun sens et le cerveau cherche un sens. Et là, c'est exactement pareil en fait. C'est très désagréable de se dire je ne ressens rien pour mes parents, mais la société me dit que c'est eux qui m'aiment le plus dans ma vie et que je suis obligée de les aimer. Et que quand je nais, eh ben, intrinsèquement, il y a en moi l'amour de mes parents. Mais pourtant, je ne ressens rien. Qu'est-ce que je fais? Ben, la réponse et elle va pas du tout être satisfaisante, donc je suis désolée, et elle va pas du tout répondre à la question, mais la réponse, c'est d'aller consulter un spécialiste. Parce qu'on ne peut pas, en regardant un live, en regardant des vidéos, en allant lire des livres, on ne peut pas guérir de son état dissociatif, on ne peut pas réduire sa dissonance cognitive, on ne peut pas résoudre ses problèmes familiaux juste avec seulement des informations qui sont complètement rationnelles. Le problème, il est émotionnel. Le problème, il doit être suivi parce que c'est pas parce qu'on a compris le problème qu'il est résolu. Pas du tout. Il faut un suivi. Il faut l'aide de quelqu'un, une aide extérieure, parce que quand on est dans la situation, on n'a aucune objectivité sur le sujet. Donc c'est obligé, il faut aller voir quelqu'un. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Et donc, en fait, cet état d'anesthésie, parce que tout à l'heure, quand tu disais, quand on reçoit une fessée étant enfant ou une gifle, le cerveau s'anesthésie. Moi, je pensais que ça durait juste, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, enfin, j'en sais rien, une période. Mais du coup, si vraiment les violences ont été répétées, ça peut durer des années et devenir un état permanent, alors, de ce que tu dis? Exactement, ouais. Un état qui s'appelle l'état dissociatif. Donc moi, je l'ai vécu pendant plus de 20 ans à peu près. Donc ça a été quand même très long, hein. Ça peut durer vraiment très très longtemps. Il y a des gens qui restent en état dissociatif toute leur vie. Ça arrive généralement après un trauma et c'est l'un des symptômes de l'état de stress post-traumatique. Donc c'est vraiment très grave. C'est des gens, normalement, l'état de stress post-traumatique, c'est des gens qui se sont fait agresser ou qui ont vécu la guerre qui ont ça. Donc c'est vraiment très grave, hein. C'est pas des blagues. C'est pour ça qu'il faut aller consulter pour ça. Quand on vit ça, on a vraiment l'impression déjà de plus ressentir les émotions ou de ne pas les ressentir pendant un moment donné, et puis un jour on voit un chaton mourir à la télé, j'en sais rien, un truc, et on explose. Ça, c'est vraiment un symptôme dissociatif incroyable. Et dans le continuum de la dissociation, il y a carrément un trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble vraiment extrêmement grave, où à chaque trauma, la personne crée une autre identité. Donc on a toujours l'impression que les gens qui ont plusieurs identités, c'est des schizophrènes. Non, la schizophrénie, c'est tout autre chose. Là, ce dont on parle, c'est le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Et c'est à chaque trauma, la personnalité, l'identité se scinde en plusieurs. Il y a des gens qui ont jusqu'à 70 personnalités, qui sont complètement différentes. Et ça peut aller tellement loin qu'il y a certaines personnalités à l'intérieur de nous qui peuvent avoir des affections physiques, comme le diabète, et d'autres non. Donc, un jour, j'ai une personnalité qui est diabétique, je suis obligée de prendre de l'insuline, et un jour, je ne suis pas du tout ça, et voilà. Il y a même des personnalités qui sont aveugles et d'autres non. Enfin bon, ça peut être incroyable. Enfin, c'est vraiment... moi, c'est un truc qui me passionne absolument, mais c'est terrible à vivre, mais c'est absolument passionnant. Donc, la dissociation, ça peut aller de simplement, même si c'est affreux de ne pas ressentir ses émotions et de ne pas se sentir à l'intérieur de soi, parce que c'est aussi un des symptômes de la dissociation, c'est de ne pas avoir l'impression d'être incarné, d'avoir l'impression d'être acteur de soi, d'être en dehors de son corps, de ne pas vivre sa vie. Ça, c'est vraiment un symptôme vraiment très, très marquant de la dissociation. Et ça peut aller jusqu'à avoir plusieurs personnalités, et à chaque fois qu'on rencontre quelque chose qui s'approche à notre trauma, switcher de personnalité et devenir complètement quelqu'un d'autre. Donc c'est très grave, c'est très très grave, c'est très sérieux, même si j'en rigole aujourd'hui, c'est très sérieux.
Ça n'a rien de drôle. Euh, Attends, j'en profite pour lire un petit peu. C'est vrai qu'on m'a dit que je ne lisais pas assez ce qui était commenté. Et c'est vrai que je regardais, parce que comme on a un décalage, du coup, après. Donc il y a Christine en fait qui effectivement, je pense, elle a reçu, elle parle des fessées, des baffes, tout ça. J'ai l'impression, comme elle en parle, qu'elle a dû en recevoir pas mal dans son enfance. Elle disait effectivement, il ne s'agit pas de banaliser ses actes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des violences éducatives ordinaires. Je recherche les termes exacts parce que c'est vrai qu'il y a des termes précis, j'ai tendance à les oublier parfois. Oui, j'en profite pour vous dire, les personnes qui regardent, n'hésitez pas comment, à poser des questions si vous en avez. Et Christine aussi qui dit, il faut arrêter de ricaner et de dire que c'est très grave. Oui, désolée Christine, mais c'est vrai que quand on parle des fois de sujets qui sont quand même un peu lourds, c'est pas qu'on veuille, comment dire, moi aussi quand je parle des enfants non désirés, généralement ça fait rire personne. Et des fois, c'est pas évident. Enfin, c'est des sujets qui plombent quand même beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on essaye un peu des fois de rire, de sourire. On sait que c'est pas drôle, mais quand même pour un peu alléger le sujet, parce que sinon, on va tous être plombés pendant des heures à la fin de ce live, et c'est pas l'idée du tout. L'idée de ce live, c'est Exactement. d'expliquer à quoi ça ressemble les comportements toxiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, et qu'on ressorte tous du live en étant aussi léger que possible et pas plombé à, donc, je vois ce que tu veux dire, Christine, mais voilà. Oui, et du coup, tu parlais de l'état dissociatif. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout. Du coup, j'ai plein de questions pour préciser. Oui. Et donc là, ce que tu viens de dire, c'est que ça peut durer très, très longtemps, jusqu'à ce qu'on se consulte et qu'on se fasse suivre. Euh, Christine qui dit, mais elle est plombée déjà l'ambiance. Bon, je sais pas, moi ça va, j'arrive à tenir à peu près le coup, j'avoue. Mais Moi est-ce aussi, que ça va. Mais en même temps, c'est notre métier. Hein, donc, oui, c'est peut-être pour ça, on s'est peut-être créé un, comment dire, on met aussi de la distance. ah Qu'est-ce que oui, heureusement. euh, oui, ma question c'était oui, donc il y a l'état dissociatif qui peut durer longtemps jusqu'à ce qu'on consulte et ce qu'on se fasse aider. Mais est-ce que du coup l'état dissociatif peut concerner une personne? Par exemple, Virginie qui dit qu'elle ne ressent rien pour son père et sa sœur, mais du coup, est-ce que ça l'empêche aussi de peut-être d'avoir des sentiments pour d'autres personnes, pour un conjoint ou si elle a, pour ses propres enfants si elle en a? Ce que mon expérience personnelle de la dissociation, en tout cas, c'était pas que je pouvais pas ressentir l'amour parce que on a rationnellement le désir d'être aimé. C'est très bizarre ce que je veux dire. Que, en fait, comme on a vécu avec ce manque d'amour de nos parents, ce manque d'un amour ou de l'idée de l'amour qu'on s'en faisait, et ben on essaye de le rechercher rationnellement, même si on n'arrive pas à le ressentir. Donc, euh, c'est pas parce que je ressentais pas les émotions, par exemple, que j'avais pas envie de ressentir l'amour, d'être avec quelqu'un, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis sortie de la dissociation, je me rends compte que ce que je ressentais, c'était l'idée rationnelle de l'amour, et c'était pas l'amour. L'amour, je le vis aujourd'hui avec mes émotions. Je ne le rationalise pas, je pourrais pas l'expliquer avec des mots. Mais ce que je ressentais pour mon ex, par exemple, quand j'étais encore en dissociation, bah c'était pas de l'amour, c'était l'idée que je m'en faisais, c'était l'idée que la société m'avait implantée dans le cerveau. C'était j'ai construit une belle relation avec lui parce qu'on est restés ensemble longtemps, qu'on avait tous les deux un CDI, qu'on louait un appartement, qu'on était tous les deux salariés, qu'on avait fait un pacte et qu'on allait se marier. Enfin voilà, c'était l'idée de l'amour comme on la voit dans les films. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est le sentiment de traverser les épreuves ensemble. L'amour, c'est accepter l'autre et être dans un amour inconditionnel de tout, de tout, c'est aimer tout. Et c'est absolument impossible à décrire avec des mots, alors que ce que je vivais à l'époque, je pouvais le décrire avec des mots. Donc, c'est compliqué de dire que je ressentais pas des émotions, que je ressentais l'idée des émotions, mais c'est vraiment ce que je ressentais. C'est terrible de se dire ça. C'est vraiment terrible, mais c'est ça. C'est ça. Alors, Malcha demande si le live sera mis en replay. Oui, il sera en replay sur Facebook et je le mettrai sur YouTube aussi et je repartagerai le lien
du coup, le replay sur Facebook, il va se faire automatiquement quand on aura fini et je partagerai un lien aussi pour YouTube. Du coup, sur la dissociation, mais alors comment tu peux t'apercevoir, pour les personnes qui nous écoutent, comment elles peuvent se rendre compte si elles sont en dissociation aujourd'hui? Moi, il y a eu des indices. Déjà, rien que le fait de parler de la dissociation, quand on est en dissociation, ça met une résonance et on se sent étrangement concerné. Même si ça n'est pas rationnel, comme c'est émotionnel, on se sent concerné, mais on ne sait pas pourquoi. Donc déjà, ça, ce premier sentiment, c'est une des premières choses qu'on devrait prendre en compte et prendre au sérieux, vraiment. La deuxième chose, qui peut avoir l'air d'une chose extrêmement anodine, c'est que j'étais tellement dissociée, moi par exemple, que je ne me reconnaissais même pas dans le miroir. Donc le matin, par exemple, je me maquillais et puis au cours de la journée, je passais devant la vitre d'une voiture et je me voyais et je me rendais compte que c'était moi. Donc ça aussi, le fait de ne plus se reconnaître, ce qui est très bizarre, de ne plus se reconnaître, ça aussi c'est très caractéristique de la dissociation. Et encore une chose, euh, quand on a une très faible estime de soi et qu'on a des parents qui ont des comportements toxiques, la plupart du temps, non seulement ils commentent les comportements de leurs enfants, mais ils commentent aussi leur physique et leur apparence physique. Ça peut engendrer non seulement des troubles du comportement alimentaire, mais aussi ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que certaines parties de notre corps ou notre corps est complètement difforme et pas du tout, et la représentation que nous on en a de notre corps est pas du tout objective et pas du tout la réalité, quoi. Donc par exemple, un exemple de cette dysmorphophobie, c'est que moi je faisais vraiment le yo-yo avec mon poids. J'allais par exemple à plus 10 kilos et parfois je perdais ces 10 kilos en très très peu de temps, mais je ne me voyais pas maigrir. C'est-à-dire que quand j'arrivais vraiment, tout le monde me disait t'as maigri, je voyais que je changeais de taille de pantalon, mais soit il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait non mais c'est un jean, ça rétrécit au lavage, c'est pas grave, c'est pas moi. Soit je me disais mais de toute façon je sais pas, je me disais j'ai toujours pas d'abdos, donc je n'ai pas maigri par exemple. Et je me mentais dans cette idée rationnelle de la maigreur qui faisait que je ne me voyais pas maigrir. Mais en vrai, c'était de la dysmorphophobie, hein, de toute façon. Je n'arrivais pas à me reconnaître. Et ne pas arriver à se reconnaître, c'est vraiment un des symptômes de la dissociation. Aussi, au-delà de ne pas ressentir ses émotions, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire qu'on a l'air soit froid, soit timide, soit pas très expressif. Et ça aussi, il faut se méfier de ça. Quand quelqu'un nous dit qu'on n'est pas très expressif alors qu'on a vraiment l'impression d'exprimer énormément nos émotions, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. Ouais, et puis il y a aussi le fait d'avoir honte d'exprimer ses émotions, c'est-à-dire ne pas dire qu'on a pleuré, se cacher d'avoir pleuré, avoir l'impression que de célébrer une victoire, c'est quelque chose de vaniteux. Donc, on a honte de célébrer une victoire et on ne la célèbre pas. On dit ah mais non mais ça c'est rien, ça m'est jamais arrivé, oh mais non mais ça c'est rien du tout. Enfin, vraiment minimiser la moindre petite victoire, ça aussi c'est très représentatif de la dissociation aussi. Enfin, tout ça, c'est des bonnes choses à prendre en compte et voilà. Sinon, le symptôme de la dissociation, vous pouvez aller chercher sur internet dans ce qu'on appelle le DSM-5, il faut mettre le 5 en chiffre romain, V, DSM-5 dissociation dans Google, et normalement vous avez vraiment le listing de tous les symptômes de la dissociation, ça doit être très long, et normalement si on se sent concerné, on peut aller voir et vérifier, et c'est ce que tous les psychologues et les psychiatres utilisent pour toutes les maladies, c'est génial. Voilà. Ok. Là, le temps est vite passé. Ça fait déjà 46 minutes qu'on est ensemble, Tévi. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'important? Oui, c'est passé super vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves important à dire à propos des parents toxiques et qu'on n'a pas abordé pendant ces 3 quarts d'heure? Oui, alors je voulais parler d'un truc qui s'appelle le cycle de la maltraitance. Pour toutes les personnes qui me regardent, qui nous regardent et qui savent
ou qu'ils ou elles savent qu'ils ont des parents avec des comportements toxiques, qui sont partis de chez eux, qui sont chez eux tout seuls et qui ont décidé à un moment de mettre en place un no-contact parce que leurs parents ont des personnalités tellement toxiques que le contact n'est pas possible, le contact est trop douloureux, trop maltraitant, trop agressif. À un moment, vous allez ressentir un sentiment de culpabilité. Et c'est ce dont parlait Virginie dans son témoignage un peu plus tôt, le sentiment de culpabilité. On ressent de la culpabilité parce que c'est toujours à ce moment-là qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui a perdu un de ses parents qui dit « Moi, je donnerais tout pour avoir ma mère, je donnerais tout pour avoir mon père, retourne-y, on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère, il faut y aller. » On a toutes ces informations contradictoires qui nous retombent dessus. Okay, et c'est à ce moment-là que généralement on brise le no-contact et qu'on y retourne. Et c'est là que le cycle recommence. Le cycle, c'est on y retourne et là il y a une période de lune de miel. Exactement comme dans les relations conjugales maltraitantes. C'est exactement la même chose. On a une période de lune de miel, les parents font comme si de rien n'était, ils ignorent complètement le problème ou alors expriment de manière plus ou moins implicite que c'est oublié, c'est derrière nous, c'est bon. Et tout se passe très bien jusqu'à un moment de tension. Et ça, c'est l'autre étape aussi du cycle de la maltraitance, c'est la tension. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nos parents, mais on ne le sait pas. On ressent qu'il y a un peu plus de passif-agressif dans la communication, qu'il y a des choses qui ne vont pas, voilà, qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et on ne se sent pas bien, jusqu'à ce que ça éclate. Et c'est là qu'il y a un moment d'agressivité et de violence, et voilà. Et donc là, c'est la crise, c'est le moment de la crise. Et après la crise, il y a les excuses, le pardon, la justification de la violence, la culpabilisation de la victime. Si je te frappe, c'est parce que je t'aime. Si je t'insulte, c'est pour ton bien. Si je te punis, c'est parce que je veux que tu deviennes une bonne personne. Tout ce genre de choses. Et c'est généralement au moment de la crise qu'on s'en va et qu'on se dit, je vais mettre en place un no-contact parce que j'ai déjà entendu toutes ces excuses auparavant et je ne veux pas y retourner. Et donc, le sentiment de culpabilité, c'est le sentiment déclencheur de ce cycle. Et c'est très important quand on ressent ce sentiment de culpabilité d'aller consulter un spécialiste. C'est là que c'est le plus important en fait. Le plus important, ça n'est pas de faire durer le no-contact et de se dire « Oh là là, mais combien de temps ça va durer, mais je ne sais pas si je vais y arriver », ce genre de choses. Le plus important, c'est d'être entouré dans ce moment où on ressent la culpabilité. Donc je sais que j'ai l'impression de prêcher pour mon église, mais c'est important d'aller voir un spécialiste à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai reçu les messages d'insultes de mon père et quand j'ai décidé de mettre en place un no-contact. Pas parce que, en plus, c'était même pas parce que je me sentais maltraitée, mais c'était parce que je pensais qu'il y avait un problème chez moi. Donc, si vous avez envie d'arrêter de ressentir ce sentiment de culpabilité et d'arrêter ce cycle infernal de la maltraitance, il faut absolument aller voir un spécialiste parce qu'on ne peut pas être objectif dans cette situation-là et que les ressources gratuites sur Internet ne sont pas assez du tout. Il faut un suivi, c'est hyper important. Ok. Oui, du coup, toi, tu n'as plus du tout de contact avec tes parents depuis plusieurs années, alors c'est ça? Oui, ça fait 15 ans maintenant et je m'en porte extrêmement bien. Et j'ai le droit d'en rire de ça, c'est bon. Si tu veux. Ça va. Je m'en porte extrêmement bien et j'ai zéro culpabilité par rapport à ça. Et pour quelque chose de très simple, c'est que non seulement j'ai dépassé la culpabilité, mais en plus, euh, j'ai laissé ouverte la porte à mes parents. C'est-à-dire qu'ils ont complètement la possibilité de venir me parler. Tu marques tes icônes sur Internet, c'est facile de me retrouver, franchement. Enfin, il y a mon nom partout. Je suis même sur TikTok, faut arrêter. Enfin, voilà. Et je suis partout, c'est très facile de me contacter. Donc, mais j'ai réussi à mettre un cadre et à des limites. C'est-à-dire que je leur ai dit, soit vous arrêtez de me maltraiter, soit on ne se parle plus. Et à ça, ils m'ont répondu par des insultes, donc je suppose qu'ils ont fait leur choix, mais en tout cas, la porte est toujours ouverte. Il est toujours possible de me parler. Il est toujours possible de venir me voir. Donc, pour moi, ça n'est pas un no-contact.
Mmh. Je n'ai pas décidé de mettre en place cette espèce de truc horrible qu'on a l'impression qu'on fait quand on part de chez nos parents, où on se dit, bah voilà, je vais plus jamais leur parler de ma vie, oh là là, ce genre de choses. Non, non, il est possible que je parle encore à mes parents, s'ils décident de ne plus m'insulter, tout simplement. Oui, tu as posé des règles et des limites très claires. Soit ils les respectent, ou soit ou tu les fréquentes plus, quoi, vous ne parlez plus. Exactement. Et ça, c'est très dur à faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut voir un spécialiste. Alors, il y a JL, alors je ne sais pas si c'est Jean-Luc, Jean-Louis, qui a mis un petit commentaire il y a déjà quelques minutes en disant: j'en étais à penser que c'était au moment où tu parlais de la dysmorphophobie, ça va, j'ai bien dit, tous ces termes-là, je ne les Ouais. connais pas, qui a dit à ce moment-là: j'en étais à penser que seuls les gens beaux pouvaient réussir et être heureux dans la vie. Mais non, heureusement, je crois qu'il y a plein d'exemples, hein, de toutes sortes de personnes qui réussissent et qui sont heureuses dans la vie, heureusement. Non, mais Gainsbourg, excusez-moi, quoi. Gainsbourg, excusez-moi, quoi. Non, enfin, voilà. Donc, c'est le parfait exemple. Hein. Est-ce que vous avez vu Gainsbourg? Je suis désolée. Ouais, et c'est donc Jean-Luc. Ok, ben je le saurai pour la prochaine fois. Et il y a Malcha qui a posé une petite question pendant qu'on parlait de tes parents et qui demandait: et comment ça se passe avec tes parents en ce moment, tes vies? Donc tu as déjà un petit peu répondu. As-tu vu un changement ou tu gardes tes distances? Bah écoute, ils ont pas décidé d'arrêter de m'insulter, donc Ah, c'est vrai, régulièrement, ils te recontactent pour t'insulter? non, alors plus maintenant, mais ça doit faire au moins 5 ans qu'ils ont arrêté de m'insulter. Mais pendant à peu près 2 ans, ça a été un espèce de roulement entre ma mère, mon père et mon grand frère, de messages, et mon demi-frère aussi, hein, qui a Mm. 18 ans de moins que moi, qui essaye aussi de me maltraiter. Comme quoi, ça gangrène vraiment toutes les relations avec tous les membres de la famille. C'est incroyable. Et donc, il y a eu un espèce de roulement où il y avait des messages sur Facebook et ce genre de choses, comme quoi je leur faisais du mal, comme quoi, par exemple, mon grand frère a 2 enfants que je ne connais pas, je suis tata, je ne les connais pas. Ça me fait passer vraiment pour un cœur de pierre quand je dis ça, mais enfin, vu la manière dont ils m'ont traité, enfin, je veux dire, non, quoi. J'accepte plus ça dans ma vie. Et il a utilisé ça pour me dire, voilà, tu devrais les voir, franchement, nanana. Et je lui ai dit que, ben voilà, oui, j'allais les voir si il admettait qu'il avait eu des comportements maltraitants et que s'il s'excusait, oui, j'étais très contente d'être la tante de ces 2 enfants. Et je n'ai plus eu de nouvelles depuis. C'est incroyable, hein. C'est Mm. incroyable. Quand on demande le respect, il n'y a plus personne. C'est fou. Donc, enfin, voilà quoi. Donc, ça se passe comme ça. Je remets dans le cadre ce qui doit correspondre au cadre. C'est-à-dire que dans mon cadre, il y a le respect, la bienveillance, la gentillesse. Et puis, en dehors du cadre, il y a la culpabilité, le chantage affectif avec des enfants, ce qui est absolument dégueulasse. Hein. On ne fait pas ça dans la vie, ça ne se fait pas. Hein. Et les insultes, tout ça, c'est en dehors de mon cadre. Donc, à partir du moment où on sait où sont les limites et qu'on les pose vraiment de manière très stricte et très, très régulièrement d'ailleurs, normalement, on n'a plus aucun problème. Mais il faut apprendre à faire ça. Et ça, on ne Mm. peut pas le faire tout seul, encore une fois. Mm. Et du coup, il y a encore une question de Malcha qui demandait si tu voyais encore ton thérapeute ou si maintenant tu arrivais à gérer toute seule. Euh, j'ai vu ma psy pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai fait des coachings, mais tous mes coachings, enfin, mes blessures traumatiques par rapport à ma famille, comment dire, j'allais dire, elles n'existent plus. C'est pas vrai, parce qu'un trauma existe toujours. Enfin, on apprend à vivre avec. Mm. Donc aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec ces blessures traumatiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Sinon, enfin, mon métier n'existerait pas si j'avais pas guéri. Ça Mm. serait affreux d'entendre toutes les histoires traumatiques de tous les autres qui sont passés par là où moi je suis passée et qui sont là où moi j'étais il y a 7 ans. Ça serait terrible de les écouter si moi j'étais pas passée à autre chose. Donc, heureusement, j'ai terminé ma thérapie parce que c'était très douloureux quand même de surmonter un trauma, c'est douloureux quand même si j'en ris aujourd'hui. J'en riais pas du tout quand j'ai dû le surmonter, ça c'est clair.
Et aujourd'hui, c'est fini et on ne surmonte pas un trauma en 7 ans. On peut y arriver en bien moins de temps et moi, j'ai réussi à le faire en 2 ans et demi avec ma thérapeute. Et avec les gens que je suis, généralement, on met beaucoup moins de temps parce que le coaching et la thérapie, ça n'est pas du tout les mêmes choses. On utilise des leviers qui ne sont pas du tout les mêmes et on essaye d'y aller beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Ok. Tu veux nous parler un petit peu de ton coaching, de comment tu procèdes, etc. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Alors, mes coachings, généralement, ils se déroulent sur 3 à 6 mois et ça dépend de, par exemple, si tu es encore dans la situation traumatique ou si tu en es sorti. Du coup, je propose, selon les cas, soit des séances hebdomadaires, soit des séances bi-hebdomadaires, bimensuelles? Non, soit une fois par semaine, soit 2 fois par mois. Ok, c'est bon, j'ai utilisé les bons mots. Du coup, oui, ça se déroule de 3 à 6 mois selon la fréquence du suivi. Et si les personnes n'atteignent pas leur objectif, ils sont toujours assez mal après 3 à 6 mois, je m'engage à suivre gratuitement les gens pour 3 mois ensuite. Donc évidemment, tout se passe plutôt bien. Mes suivis sont toujours à distance parce que je me suis exilée sur la magnifique île qu'est la Corse, donc je ne reçois personne du tout. Et c'est très bien. Et ça marche tout aussi bien à distance qu'en présentiel, hein, tout se passe très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, voilà, c'est tout. C'est tout. Et bah, de toute façon, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram, on en discute. On se cale un appel pour en discuter pendant 1 heure à 45 minutes. Et si c'est bon pour moi et si c'est dans mes compétences, bah, je dis OK. Et si c'est bon pour toi et que tu te sens bien, tu dis OK. Et on voit pour tout le reste, pour tous les papiers administratifs et les choses à ce moment-là. Donc voilà comment je procède. Ok. On a eu encore quelques petits commentaires de Malcha qui disaient c'est quand même dommage qu'à cause de comportements toxiques, ça gâche les liens et les moments en famille et on est obligé de rester à distance pour se protéger. Elle met des petits smileys Oui, tristes. c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Et Jean-Luc nous pose la Après, question. ça dépend. Oui, vas-y. Oui, je vais juste dire un truc pour répondre à ça. Ça dépend de la valeur de ta famille dans la vie. Et à partir du moment où tu es un enfant qui a tellement été traumatisé par ta famille que tu ne ressens plus aucune émotion, généralement, la famille, dans les valeurs, elle est très très bas. Donc, tu n'as plus trop de problèmes à t'en débarrasser. C'est plus trop un problème. Et tu recrées une famille extrêmement bienveillante. Et j'ai la mienne qui est extrêmement géniale maintenant, avec des amis super et un conjoint super. Et on habite avec sa grand-mère qui est géniale et tout se passe extrêmement bien. Donc, c'est une perte dont on fait le deuil, ça s'appelle le deuil du parent idéal, et ça aussi, il faut suivre effectivement une thérapeute enfin, être suivi par un thérapeute pour s'en sortir. Mais une fois qu'on a dépassé ce deuil, tout va bien, tout se passe très bien, et on en vit très bien, je le jure. Oui, de ce que tu disais, de toute façon, la phase critique, c'est aussi cette phase de culpabilité où il faut se faire accompagner. Et une fois qu'on a réussi à traverser ça, ça va beaucoup mieux. Exactement. On a eu une petite question de Jean-Luc, je pense qu'il s'adresse un peu à toutes les deux, qui dit: penses-tu qu'il est possible de guérir totalement des blessures de son enfance? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tévi? Hmm. Je fais un peu, comment dire, j'ai un petit mouvement de recul quand on me dit on guérit de ces traumas. Je ne pense pas qu'on guérisse de ces blessures de l'enfance. Je pense qu'on apprend à vivre avec et à s'accepter avec ce qu'on a vécu. Et ça, c'est vraiment extrêmement important dans tout ce qui est développement personnel. C'est de ne plus mettre de jugement sur ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu et on ne l'oubliera pas et ça sera toujours là. Mais par contre, on peut changer d'opinion sur ce qui s'est passé et faire en sorte que ce qu'on ait vécu, ça devienne quelque chose de moteur, quelque chose de plus douloureux. Par exemple, moi, ce que j'ai vécu, ça n'est plus... Je ne vais pas dire que c'est plus douloureux pour moi. Il y a des choses, quand j'en parle, évidemment, c'est douloureux parce que je suis un être humain et que je ressens des émotions maintenant. Thank God. Je ressens des émotions maintenant, c'est génial. Donc, c'est super. Mais j'ai plus appris à vivre avec que me dire je suis complètement guérie, c'est bon, je peux passer à autre chose.
Le trauma, ça fonctionne pas en un jour je souffre et puis un jour je souffre plus. Non, c'est plus j'ai souffert, j'ai fait le deuil de ça et aujourd'hui, quand j'y repense, je suis encore triste pour la personne que j'ai été, mais ça a forgé ce que je suis aujourd'hui et je suis heureuse d'être qui je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, c'est un point de vue, quoi. C'est vraiment un point de vue qu'il faut vraiment adopter à travers euh, un travail très fort sur soi, quoi. Ouais, je partage beaucoup ton avis pour avoir vécu d'autres types d'expériences dans l'enfance et d'autres traumas. Je suis vraiment d'accord avec toi que on n'en guérit jamais totalement parce que bon, pour moi totalement en plus, moi j'avais aussi bloqué sur le mot totalement, c'est 100%. Déjà quand tu arrives à régler les gros dossiers, à les accepter comme vient de dire Tévi et à être en paix avec ça. Moi je sais qu'il y a aussi une chose qui m'aide beaucoup, c'est de libérer les charges émotionnelles que j'ai pas pu libérer à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, on pourrait évoquer des souvenirs ou des moments de notre vie très douloureux et où je suis en paix avec ça. Je reste factuelle quand je décris la situation que j'ai vécue et je n'en pleure plus ou j'ai plus de colère ou je sais pas quoi ou plus de déception. C'est là que je sais que j'ai réglé en tout cas un dossier, je vais dire ça comme ça, mais voilà, et puis bien sûr, il en reste toujours des couches, le fameux oignon avec les couches, on retire régulièrement une nouvelle couche Grave. ou un nouveau dossier qu'on n'avait pas vu parce qu'on les règle un à un. Mais voilà quoi. Il y a eu d'autres questions encore entre-temps. Finalement, il y a plein de questions maintenant. Malcha qui demande... Oui, bah oui, mais tant mieux, on est là pour ça. Malcha qui demande, mais leur comportement toxique de tes parents vient dans leur propre éducation ou bien autre chose non, pardon, vient de... Je pense qu'elle a dû peut-être faire une petite faute de frappe, elle était peut-être sur son smartphone. Mais les comportements toxiques de tes parents viennent de leur propre éducation ou bien autre chose? ça peut venir de plein de trucs différents, mais en tout cas, un des indices pour repérer une personnalité toxique, enfin une personnalité narcissique, je veux dire, avec des comportements toxiques, bah, c'est de regarder la famille. Si le système familial de la personne est absolument déglingué, c'est un super indice que bah, y a quelque chose qui ne va pas, quoi. En tout cas, euh, pour te dresser le portrait, mon père, il a tout simplement, il a tout simplement vécu un génocide. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu as vécu un génocide, que tu arrives en France en tant que réfugié de guerre et que tu as un état de stress post-traumatique que tu ne vas pas traiter, eh bien, au bout d'un moment, tu deviens toxique pour les autres. Ça, c'est clair, c'est radical. Ça, au bout d'un moment, tu deviens toxique. Si tu ne gères pas tes propres blessures, c'est clair que tu deviens toxique pour les autres. Au bout d'un moment, c'est... voilà, ça devient comme ça, c'est tout. Et ma mère, elle a une histoire familiale dégueulasse. Elle a été abandonnée alors qu'elle avait 8 ans. C'est grand, 8 ans. Enfin, 8, t'es un enfant qui a des souvenirs quand tu as 8 ans. Elle a été abandonnée chez sa babysitter qui l'avait fait vivre dans une caravane au fond de son jardin. Enfin, une histoire dégueulasse, une histoire, vraiment une enfance affreuse. Et elle a dû se faire adopter par cette famille parce que si elle ne se faisait pas adopter, elle ne pouvait pas entrer dans son école d'infirmière. Enfin, bon, il y a eu tout un truc. Elle a été maltraitée, il n'y a rien qui va, rien ne va. Évidemment, elle n'a jamais fait de travail sur elle-même. Évidemment, elle est devenue toxique, aussi toxique que mon père. Ils se sont très très bien trouvés. Ils ont créé une famille extrêmement toxique et je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir de là. Hein. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé la lumière, j'ai trouvé la voie et je suis partie. Mais en tout cas, oui, c'est un super indice. Je ne sais pas si mon père, dans sa famille, ils sont particulièrement toxiques. En tout cas, moi, je suis allée au Cambodge, j'ai vu 2-3 personnes de ma famille, ils avaient l'air d'exprimer leurs émotions et ils avaient l'air d'être assez bien dans leur peau. Donc, je ne pense pas que la famille en elle-même était quelque chose avec des comportements toxiques ou narcissiques. Mais par contre, quand tu as vécu un génocide, a priori, tu n'en ressors pas complètement droit dans ta tête. Donc, ça, c'était sûr que ça allait le déglinguer d'une manière ou d'une autre. Et mes parents, d'un certain côté, ont dû se retrouver dans leur état de stress post-traumatique parce qu'ils pouvaient se trouver vulnérables l'un avec l'autre sur ce plan-là. Mais si tu peux te trouver vulnérable avec quelqu'un, c'est une bonne chose, mais seulement si tu arrives à guérir de tes... Enfin,
j'allais dire guérir de tes blessures alors que je venais de dire que c'était pas possible, mais si tu arrives à travailler sur toi, c'est très bien, mais se montrer vulnérable alors que ta blessure est complètement à vif et que tu n'es pas, tu n'arrives pas à gérer ça, c'est pas un bon plan. C'est voilà, c'est tout. Donc, euh, donc oui, effectivement, ça peut venir de ta famille, ça peut venir de ton environnement, ça peut venir d'événements traumatiques, ça peut venir de plein de choses, de comportements appris, enfin voilà quoi, ça peut venir de tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que l'écologie, l'environnement familial est un truc à prendre en compte. Ok. On a eu une question de Christine aussi tout à l'heure qui demandait quel thérapeute est le plus bénéfique pour sortir en fait de l'emprise ou de relations toxiques. Et puis elle ajoute la psychiatrie, j'en doute. Mais toi, quel type de thérapie pour toi est le plus approprié, bénéfique pour sortir de tout ça? Eh ben, celle avec laquelle on est le plus à l'aise. En fait, s'il y a un truc que j'ai appris de mes années de psychologie, je suis pas psychologue aujourd'hui, mais j'ai fait 2 ans de psychologie. S'il y a un truc que j'ai appris de ça, c'est que il y a un terme qui s'appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est la confiance que l'on s'accorde entre le thérapeute et le patient. S'il n'y a pas cette alliance-là, il y a, je crois, 40% de chances en moins que le patient aille mieux. Donc, l'alliance thérapeutique, elle peut se faire entre plein de gens différents. Je peux aller mieux dans ma tête en allant voir un ostéopathe. Ça peut, a priori, n'avoir aucun rapport, mais ça fonctionne. Tant que tu trouves quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise et qui te fait confiance sur ta capacité de guérison et en qui tu fais confiance sur le fait de pouvoir te montrer vulnérable et sur le fait de pouvoir expliquer ce qui t'est arrivé sans avoir peur et sans être jugé, c'est là que tu as le combo gagnant. Mais prêcher pour une paroisse ou une autre, je ne peux pas te dire parce que oui, il y a des mauvais psychiatres, mais il y en a qui sont extrêmement bons. Et il y a plein de mauvais psychologues et il y en a qui sont vraiment très bons. Moi, j'ai vu qu'une psychologue dans ma vie, elle était formidable. Donc voilà. Et il y a des coachs qui sont très mauvais, on le sait toutes les deux. Hein, et puis il y a des coachs qui sont très bons et on le sait toutes les deux aussi. Donc voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un magnétiseur. Qu'est-ce que j'en sais? Ça peut être n'importe qui. Tant qu'il y a cette notion d'alliance thérapeutique qui est là, c'est là que c'est très important. Si tu sens pas quelqu'un quand tu vas le voir dans son cabinet, c'est mort. Voilà, c'est tout. Par contre, si ça se passe bien, bah, c'est OK. Et si ça se passe bien et qu'à un moment ça se passe plus bien parce qu'il y a eu un jugement, bah, c'est OK d'arrêter aussi. Voilà, donc il y a tous les cas possibles et imaginables. Le seul truc à prendre en compte, c'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je me fais assez confiance pour aller voir cette personne aussi? Et ça, c'est entre toi et toi. Mm. Ouais, tu ne recommanderais pas des personnes qui soient spécialisées sur les relations toxiques, quelle que soit après sa technique de thérapie? Évidemment, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui s'y connaît Mm. ou qui l'a déjà vécu, mais il y a, il y a des bons et des mauvais partout, quoi. Il y a des Mm. gens qui sont spécialisés dans un domaine depuis plein d'années et qui sont des thérapeutes absolument exécrables. Et puis il y a des gens qui ont juste eu l'expérience de ça et qui sont extrêmement bons, donc, et vice-versa d'ailleurs. Hein. Mm. Donc il n'y a pas de... J'ai pas de règle universelle pour ça. Enfin, si, la règle universelle, c'est si tu te sens bien et que tu te sens compris, vas-y. Ok. Alors du coup, pendant que tu parlais, il y avait Christine qui disait effectivement la pensée sur le fait de guérir ses blessures dépasse les mots. Elle riait du fait que tu sois reprise. Et ensuite, elle disait exact par rapport à l'alliance thérapeutique. Et Malcha qui dit c'est au feeling. Et effectivement, c'est vraiment au feeling. Et généralement, quand le feeling est là, on progresse vite aussi. Moi, je sais que Grave. je regarde ça, quoi. Parce qu'après, et puis après, sur les thérapies, on peut essayer des choses différentes et il y a des choses, on va essayer. Il y aura peut-être l'alliance thérapeutique, mais il y a des techniques qui seront moins efficaces pour nous, alors que la copine, pour elle, c'était super efficace. Il y a aussi ça à voir et pas hésiter si on trouve que c'est pas, même si l'alliance thérapeutique est là, même si on trouve que c'est pas efficace et qu'on n'avance pas assez vite, ben aussi peut-être un moment d'arrêter, quoi. Je sais qu'il y a des choses parfois que j'ai arrêté parce que l'alliance était là, mais je trouvais pour moi que j'avançais pas assez vite.
Et quand on souffre et quand on a un vrai problème, on aimerait bien avancer quand même. Donc je sais que ça m'est arrivé parfois grave. d'arrêter certaines choses pour ça. Bah, écoute, là, on n'a plus de questions. Ça fait quasiment 1 heure et quart qu'on est ensemble. Moi, je crois qu'on je crois Ouais. qu'on on va pouvoir se dire au revoir. Bah oui, Euh, hein. On a Bah fait le tour oui, du c'est sujet, passé c'est vite bon. en fait. C'est passé très très vite. Grave. Encore un grand merci à toi, Thévi, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir expliqué un petit peu tout ça. C'était ultra intéressant. Avec Moi, j'ai appris plaisir. plein de choses. Et que dire d'autre? Tu parlais tout à l'heure aussi, tu as évoqué le deuil du parent idéal. C'est vrai que j'ai pas forcément rebondi là-dessus, mais je me dis que ça pourrait être peut-être l'objet d'un petit live ensemble ultérieurement, si ça te dit. Parce que ça aussi, Carrément, carrément. c'est un thème sans pas forcément être sur les parents toxiques, mais je me demande si c'est pas un thème qui peut concerner les enfants non désirés en général aussi. Parce que c'est pas toujours Tout forcément à fait, ouais. évident ce qu'on a pu vivre avec nos parents sans forcément être tombé dans, comment dire, euh, dans des comportements maltraitants ou autres. C'est vrai que des fois, il y a des petites choses aussi à régler par rapport aux parents, et notamment, je pense, peut-être une notion de deuil à faire du parent idéal. Euh, donc, Vraiment. ben, on se reparlera de tout ça. Peut-être qu'on fera un prochain live ensemble sur ce sujet. Ben, merci à tous de Avec nous avoir plaisir. suivis, d'avoir posé vos questions, d'avoir posté des commentaires, et on se dit à très bientôt. Bye bye. Salut, merci à vous. Hop.